refait le Mac, le podcast. Chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod, de l'iPhone et désormais de l'iPad. De l'iPad, on va à nouveau en parler. On va mettre fin à notre trilogie en revenant sur un élément fort de l'iPad, un usage fort, c'est la presse. Et essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui, dans le milieu de la presse, on regarde l'iPad comme le Messie, ni plus ni moins. Tout de suite, c'est le sommaire. On refait le Mac. Parmi les usages possibles de l'iPad, il y en a un qui a fait couler beaucoup d'encre, c'est sa faculté à proposer à la lecture un large éventail de journaux électroniques. Alors que les applications des quotidiens sont déjà disponibles sur l'iPhone, la presse qui traverse la plus grande crise de son histoire pourrait bénéficier avec l'iPad d'un nouvel Eldorado, en proposant ses magazines en téléchargement payant sur iTunes. Déception, lors de la présentation de l'iPad, Steve Jobs n'a pas dévoilé de kiosque numérique mais un iBook Store destiné aux livres. Apple nous prépare-t-elle l'arrivée prochaine d'un Press Store sur iTunes? Négocie-t-elle aujourd'hui avec les grands titres de presse? Quels sont les freins que va devoir affronter la pomme? On refait le Mac épisode 10. L'iPad va-t-il sauver la presse? On refait le Mac. Avec pour en parler avec nous aujourd'hui, Cédric Ingrand de la chaîne LCI et de LCI Radio. Bonjour Cédric. Bonjour Olivier. Au centre, Emmanuel Paquette du journal du magazine L'Express. Bonjour Emmanuel. Bonjour Olivier. Et à ma droite, vous le connaissez déjà, il est à visage masqué, mais on le devine un petit peu. C'est Monsieur X, un ancien responsable d'Apple, qui avance à visage masqué. Bonjour Monsieur X, vous allez bien? Bonsoir Olivier, bravo pour ce 10e numéro. Tout compte fait, ça marche alors. Oui, 10 numéros déjà, oui, on avance tout doucement, mais sûrement. Messieurs, après avoir révolutionné la presse dans les années 80 avec le Macintosh, souvenez-vous, la PAO, l'imprimante laser, on reparle d'Apple et la presse, mais cette fois-ci pour consulter la presse, pour ne pas la construire. L'iPad serait le messie pour la presse. Alors messieurs, pourquoi une telle attente au niveau du milieu de la presse aujourd'hui? Pourquoi les grands groupes de presse se positionnent-elles et aujourd'hui dragouillent Apple pour en savoir plus sur l'iPad? Est-ce que vous avez des infos? Je ne sais pas si vous n'êtes pas en train de retourner la proposition de valeur. Je ne sais pas si la presse est en train de dragouiller Apple. Mon petit doigt m'a dit que Apple démarche très clairement la presse. C'est-à-dire que voilà, même en France, paraît-il. Il paraît que Apple fait vraiment des noms tout le monde. Donc c'est simple. Ouais. Moi j'ai plein d'échos de gens qui me disent ah oui, Apple est allé voir machin, Apple est j'ai pas dit les échos en particulier. De toute façon, leur stratégie numérique a toujours été pourrie, donc ça va pas changer. Joker, mais Joker. Oui. A priori, tous les groupes de presse, et je dirais même tous les groupes de médias au-delà de ça, ont aussi... Je pense que c'était le but du lancement de l'iPad aussi, c'était de susciter la curiosité chez des gens qui pourraient y publier du contenu. C'est vrai que c'est aussi conjoncturel, non? Aujourd'hui, il y a un gros problème au niveau de la presse aujourd'hui. Il y a une crise économique aujourd'hui. Ouais, mais on a souvent ces débats-là sur les réseaux sociaux, et finalement, il y a une crise du média papier, ça c'est sûr. Il n'y a pas vraiment une crise de l'information, et en tout cas il n'y a pas une crise de l'appétence des gens pour l'information, et ça je pense que ça va pas changer. Donc après, est-ce qu'on n'a pas pris de mauvaises habitudes en donnant trop de choses gratuites et pas assez payantes, etc. Mais n'allons pas trop vite. L'internet c'est un média qu'on invente en le faisant, donc c'est assez normal. N'allons pas trop vite. Emmanuel, effectivement aujourd'hui je crois on est d'accord, la presse traverse sa plus grave crise de son histoire et peut-être cherche à se réinventer comme peut-être avec l'iPad. Oui, parce qu'en fait, il y a une double crise. Il y a une crise publicitaire, donc les annonceurs gèlent leur investissement ou les basculent un petit peu plus dans l'univers numérique. Donc ça, c'est la première crise. Et la seconde, c'est une crise du lectorat. Les gens achètent moins en kiosque. On a eu les diffusions récemment des magazines papier et des quotidiens, et tous baissent. Bon, il y a quelques exceptions. Sur les quotidiens, c'est les Échos en légère progression, et La Croix de mémoire également. Et sur les magazines, ils sont tous en baisse. L'Express, Le Point, le Nouvel Obs, Capital est à moins 10 par exemple. Donc la double crise fait que la presse a besoin de se réinventer, c'est une nécessité. Et en face, il y a Apple qui arrive, comme il est arrivé sur le marché de la musique avec son iPod et qu'il a dragué les majors à une certaine époque. C'est merveilleusement résumé, bravo Emmanuel, je suis esbaudi. Au revoir. Au revoir. Je crois qu'on peut arrêter l'émission d'ailleurs. Merci, bonsoir, à bientôt. Concrètement, pourquoi Apple serait mieux positionné que d'autres constructeurs parce qu'il y a déjà eu des tentatives qui ont été, je crois, des échecs dans le passé, messieurs. D'ailleurs, pour un journal que vous connaissez bien, du temps où vous travaillez encore pour lui, Emmanuel, je crois bien, c'est les Échos.
Oui, il y a eu des tentatives, mais c'était plutôt des livres électroniques. Nous, en l'occurrence, enfin, les échos, pardon, c'était l'IREX, donc c'était fait par des Chinois de mémoire, et ça n'a pas marché parce que le prix était élevé et l'abonnement l'était également. Donc il fallait payer deux fois. Là, dans le modèle Apple, on sait qu'il va falloir payer une fois, ça c'est sûr, c'est Apple, et très bien. Après, la presse, on ne connaît pas encore le prix. Est-ce qu'il y aura un prix unique, comme dans la musique? On n'en sait rien pour l'instant. Avant de parler du modèle économique, quelle est véritablement la valeur ajoutée par rapport aux autres systèmes qui pourraient émerger, concurrencer l'iPad aujourd'hui et qui exciteraient autant les groupes de presse aujourd'hui? C'est quoi la valeur ajoutée de l'iPad? La couleur, l'interactivité, la vidéo, toutes ces choses qu'on fait pas sur une tablette, sur une liseuse, comme on dit chez les Québécois. Et pour l'instant, c'est quelque chose qui est finalement assez mal exploité, même quand on l'a vu à la conf, au keynote, il y avait du bouquin, il y avait le New York Times, il y avait une petite vidéo dans le New York Times, la belle affaire, mais toutes ces choses-là, pour l'instant, sont mal exploitées. Il y a un mieux, moi j'ai vu tout à l'heure une démo sur le site du Huffington Post. Il y avait une démo du magazine américain Interview, qui est pas du tout la version américaine d'entrevue, c'est un peu plus classe, mais une démo sur l'iPad. Alors je sais pas si c'était un truc purement incrusté ou un truc vraiment filmé, mais ça donnait une idée. Et c'est très simple, imaginez un magazine, on tourne les pages, on zoome dans le texte, on voit des images, on a des enregistrements multimédia, etc. Finalement, il n'y a pas besoin de faire des choses très compliquées pour arriver à faire mieux que ce qu'on voit sur une liseuse à encre électronique. La couleur, l'animation, l'interactivité suffisent à donner à l'iPad une vraie valeur ajoutée là-dessus. Pourtant, il y a déjà eu des tentatives dans ce domaine au sein d'Apple. Je pense à l'iPhone tout simplement. Tous les quotidiens, notamment tous les magazines, sont disponibles sur l'iPhone. Pourquoi l'iPhone ne suffit pas à leur bonheur et ils ont besoin de l'iPad? Non, moi je sais pas. Bon, après j'ai un point de vue subjectif d'utilisateur, mais aller lire un quotidien sur l'iPhone, bon, hormis le fait personnellement que j'ai plus de plaisir à avoir du papier entre les mains. Je crois que le format est quand même relativement peu adapté, ça reste petit, et même si on a le multitouch pour zoomer sur les pages, ça reste pas très agréable. L'iPad, il a une chose de différent, c'est son format, clairement, et on doit être capable, a priori, sur l'iPad, d'afficher une page de magazine, comme celui pour lequel travaille Emmanuel, voire d'un quotidien si on reformate un petit peu le quotidien, mais plus trop besoin de zoomer, une page plein écran, un confort visuel qui doit être accru. Donc on a un vrai format de livre entre les mains et peut-être qu'à ce moment-là, en termes d'usage, ça va devenir naturel et on va avoir avec l'iPad un effet d'immersion quand on lira une version numérique d'un journal, équivalent à celui qu'on a quand on regarde la vidéo sur l'iPod ou sur un iPhone où on a un vrai effet d'immersion. Mais on l'a pas quand on lit aujourd'hui. On passe d'une colonne sur l'iPhone à 3 voire 4 colonnes sur l'iPad, donc on passe du bloc-notes au magazine quasiment à 4. Emmanuel, tu nous en parlais en préambule tout à l'heure, plus que la facilité d'utilisation de l'iPad, c'est peut-être du côté d'iTunes qu'il faut voir l'arme secrète d'Apple, Emmanuel, et son mode de paiement notamment. Oui, mais c'est une arme qui est de moins en moins secrète pour le coup, parce qu'on y trouve de tout, donc ça devient un magasin virtuel avec tout ce qu'il faut dedans, des applications, de la musique, de la vidéo, bientôt des livres, de la presse. Pour moi, la vraie question, c'est est-ce qu'Apple va tenter d'imposer un prix unique sur les quotidiens ou les magazines, comme il l'a fait dans la musique à 0,99 €. C'est possible qu'il tente le coup. Est-ce qu'il y arrivera? Ça, c'est moins sûr parce que, contrairement à la musique, c'était les premiers, on a vu qu'après, ils ont eu du mal à modifier le prix. Et ce qui est étrange, c'est que Apple rentre sur le marché du livre et fait des prix bien meilleurs que ceux d'Amazon, qui était leader en la matière. Donc, il casse le business d'Amazon, qui est obligé de réviser sa répartition avec les éditeurs. Cédric? Ah non, Amazon, il milite pour 9,90 ou enfin 10 dollars ou moins. Mais ils ont été obligés de rehausser là. Oui, mais ça c'était après. Tous les bouquins qu'on a vus chez Apple, ils étaient à 15 dollars ou plus. Donc non, justement. Et puis il y a eu même des papiers assez sérieux là-dessus qui disent bon, finalement, Apple pour s'imposer et pour, on va dire, signer plus facilement avec les éditeurs, a été beaucoup plus large sur ce qu'on pouvait faire en termes de prix. Même si Amazon, comment dire, tord pas le bras aux éditeurs, mais leur offre des conditions beaucoup plus avantageuses s'ils vendent leurs bouquins moins cher. Donc c'est un peu, passe-moi le sel et je te filerai le poivre. Mais pour l'instant, non, Apple a pas fait moins cher qu'Amazon. Mais c'est même pas la question parce que l'on n'est même pas en train de parler du bouquin. Là, je pense qu'il y a plusieurs
comment dire, il y a plusieurs sources de réticence. Il y a d'abord des modèles établis, comme je le dis souvent, j'aimerais pas être le cadre d'Apple qui va devoir aller expliquer à Steve Jobs ce que c'est que le syndicat du livre. Mais On va y venir. il y a, ouais. Et puis, si les gens regardent ce qui s'est passé, parce qu'on disait, regardez, il y a un précédent génial, c'est exactement ce qui s'est passé avec la musique. Ouais, enfin, Apple a pas sauvé le marché de la musique. Hein. Je sais plus quel est le chiffre secret de la règle de 3 interdite, qui permet de calculer le nombre de titres achetés en moyenne par un possesseur d'iPod ou d'iPhone. Si mes souvenirs sont bons, et je suis prêt à être corrigé, c'est 25 titres. 25 titres, c'est rien, c'est de la roupie de Sansonnet. Sur la vie d'un matériel comme celui-là, c'est rien, c'est 2 albums et demi. Donc, et puis on oublie de se poser une question finalement, est-ce que l'iPad va sauver la presse? Mais est-ce que l'iPad va se vendre d'abord? Parce que si, comme on le disait la semaine dernière, il s'en vend quelques centaines de milliers d'ici à la fin de l'année, il n'y a rien, il n'y a personne à sauver. Est-ce que c'est peut-être cette raison-là qui explique que Apple n'ait pas présenté tout de suite son Play Store et a préféré peut-être présenter l'iBook Store, c'est-à-dire la bibliothèque, hein, le rayonnage de livres façon Amazon, plutôt que les magazines? Puisque c'est vrai que c'était la grande surprise, hein, on ne parlait que d'un outil qui allait révolutionner la presse, et puis finalement c'est un concurrent de Kindle. Messieurs, votre avis? Bah, moi, je crois que tout simplement, de par la politique de confidentialité qu'a Apple, ils n'ont pas véritablement commencé les discussions avec les groupes de presse, de peur notamment qu'il y ait des fuites sur le produit. Donc la technique, elle est la même toujours chez Apple et tout le monde s'y met, même le patron. On annonce un produit, on crée une attente énorme côté public et après on arrive un peu comme des sauveurs. Oui, des messies en essayant de dire c'est tellement attendu que vous n'avez aucune raison de ne pas y aller. Mais je pense que c'est un peu ce sens-là qu'a donné Steve Jobs à sa visite au Wall Street Journal avec plus ou moins de succès. Et puis après, au-delà du Wall Street Journal aux États-Unis, qui est une situation particulière, il faut répéter ce succès partout et dans tous les pays. Et dupliquer cet éventuel premier succès Wall Street Journal dans tous les pays et dans tous les groupes de presse qui comptent pour faire du volume, parce que les marges sont quand même faibles dans l'édition numérique, ça va être un peu plus compliqué, c'est d'autant plus que sans connaître les détails, on peut imaginer qu'un journal qui adopte dans sa chaîne de publication numérique l'iPad va avoir quand même, peut-être pas à changer fondamentalement la manière dont sa rédaction travaille, mais à mettre en place quelques modules de publication supplémentaires pour pouvoir sortir son journal in extenso et d'entrée de jeu sur l'iPad. Et là, il y a des coûts cachés de mise en place. Imaginons que ça coûte 50, 60, 70 000, 100 000 euros un journal pour avoir dans sa chaîne de production une publication automatique sur l'iPad. Il faut après en vendre un paquet pour rentabiliser cet investissement. Donc les coûts cachés projet, c'est vraiment une des questions que doivent poser les groupes de presse aujourd'hui, qui n'ont pas forcément beaucoup de cash en banque, ou moins qu'Apple, pour installer un processus de plus dans leur chaîne de publication. Maintenant, il faut aussi garder à l'esprit qu'un produit comme l'iPad peut changer l'accueil. L'accueil des gens. C'est-à-dire convaincre les gens, les lecteurs, qu'ils soient prêts à payer l'information, ce qui n'est plus vraiment le cas. On en parlait un peu vite tout à l'heure en ouverture, donc là on peut y aller. Un peu vite l'information, qu'ils soient prêts à payer pour de l'information qui est aujourd'hui pour la plupart gratuite sur Internet. Il y avait un papier dans Stratégie récemment qui parlait de l'iPad justement. Hein, le thème c'était l'iPad va-t-il sauver la presse, et il donnait des chiffres du Boston Consulting Group qui disait que 54% des Français interrogés seraient prêts à payer pour une information en ligne, mais ils ne sont aujourd'hui que 32% à en avoir déjà acheté, donc c'est vraiment pas beaucoup. C'est les mêmes 54% qui voudraient avoir de l'opéra à 20h30. On les connaît, ces 54% là, c'est les mêmes dans toutes les études, ça c'est du déclaratif pourri, ça ne veut absolument rien dire. Mais moi je suis étonné parce que c'est le même monsieur X là, qui la semaine dernière nous disait que bon, si on faisait une règle de 3 simple, l'iPad il allait pas s'en vendre énormément, en tout cas cette année, peut-être en version 1. Mais il a eu Steve Jobs au téléphone entre temps, c'est pour ça. Bien sûr. On lui a relu les évangiles. Voilà. Donc, mais parce qu'elle le dit. Pourquoi c'est quoi les motivations qui poussent à payer? Soit c'est de l'info exclusive en quasi temps réel, c'est-à-dire c'est ce que le Wall Street Journal fait dans son offre payante par exemple, et qui vend
principalement d'ailleurs à des entreprises, assez peu. J'imagine que les particuliers sont pas la majorité de ses abonnés. Soit de la praticité. C'est pour ça que moi j'appelle de mes voeux un grand kiosque numérique mondial. Je sais que je peux aller dormir tranquille, ça va pas se faire tout de suite, mais si on me propose le MIT Technology Review et Wired et Make Magazine et etc. tous les mois, je serais prêt à les payer, même à les payer quasiment à leur vrai prix kiosque américain. C'est pas possible ça, Cédric. Tu peux pas payer en numérique pourquoi quelque chose. Parce que quand tu vois les coûts de distribution aujourd'hui, les coûts d'impression, rien ne justifie de payer le même prix d'un produit au format numérique qu'un au format papier. Ça n'a pas de sens. Pourtant, on est bien d'accord que normalement ça devrait être moins cher, mais pourtant je suis prêt, enfin moins cher, après tout est relatif, parce que combien coûte l'abonnement, enfin bref, d'un journal étranger, voilà, ça peut être intéressant, et ça peut servir une audience, une audience de niche, mais qui est prête à payer. Après, avoir juste la même chose que le papier, mais c'est-à-dire en gros avoir le PDF de l'édition du jour, bref, Cédric, mais à part peut-être sur de l'abonnement. Tu donnais l'exemple de Wired tout à l'heure. En fait, ils ont annoncé a priori, d'après le New York Times, qu'il devrait arriver donc sur l'iPad, mais ils n'ont pas attendu l'iPad pour se lancer. Enfin, le groupe Condé Nast, qui est propriétaire de Wired, j'ai du mal à le dire, et notamment de propriétaire de JQ, ils ont lancé au mois de décembre JQ. Je ne sais pas si vous avez vu ça sur l'iPhone, sur l'iPhone US, c'est pas la version française. Et ils sont les vendus 7000 le premier mois. Format iPhone, 14 000 au mois de janvier. Alors ça peut paraître beaucoup, mais à l'échelle du territoire américain, Emmanuel, c'est peut-être pas grand-chose. C'est grotesque, c'est rien. Non, c'est pas grand-chose. Alors faut le voir plutôt par rapport à la base installée d'iPhone. Parce qu'on ne peut avoir ça que si on a un iPhone. Donc il faut regarder le taux de transformation 000, entre le nombre d'iPhone. À l'échelle des États-Unis, il y a quand même... Non, mais même c'est rien. Oui. Non, mais c'est vrai. Non, ça montre qu'il y a... Mais alors, soit l'avenir de la presse, c'est le logiciel libre. À savoir le logiciel libre, tu le files gratuit. Et de temps en temps, il y a des gens qui vont te payer du service autour. Et à ce moment-là, mais il faut avoir une large adoption du logiciel libre pour qu'après, s'il y a que 4% des gens qui payent, et ben, ça te suffit à vivre. Ouais. C'est une possibilité, je ne sais pas si ça marchera. C'est vrai que quand on dit le nouveau modèle économique des médias, ça va être de trouver des fondations qui les payent. Ouais, bon, c'est pas très excitant. En clair, les médias, ça va devenir un service public, messieurs. Si on refait la presse, c'est plus on refait le match, ce soir on est désolé. Mais de toute façon, c'était évident que ce débat allait déraper, Olivier. Mais de toute façon, c'est logique, parce que la première fonction de l'information, ça a jamais été d'être rentable. Donc je sais pas pourquoi on se pose ces questions-là. Mais, si tu veux aller plus loin, tu peux dire, si vraiment ça doit sauver la presse, pourquoi la presse ne subventionne pas l'iPad, au lieu de donner des cadeaux comme les magazines le font tous les ans, ils filent l'iPad et en contrepartie, t'es abonné 3 ans. Tu vois, comme tu le fais sur un téléphone mobile. Donc tu payes ton abonnement presse obligé pour financer ton iPad. Emmanuel, je te signale que le cadeau de presse là, de le Nouvel Obs il n'y a pas très, très longtemps, c'était un netbook. Maintenant, moi je suis pas sûr que même si l'iPad est donné avec un abonnement, ça sauve la presse. Je pense que... non. Ce qui est clé tourne vraiment autour de l'usage. Où est-ce que les gens lisent de la presse aujourd'hui quand c'est encore de la presse papier ? C'est entre guillemets quand ils ont du temps à y consacrer, et c'est pas à la maison dans un fauteuil avec un bon cigare et un verre de whisky, c'est plutôt dans les transports en commun ou les 15 premières minutes quand ils arrivent au bureau qu'ils ont le droit de boire un café. Donc il faut non seulement que la presse suive et sorte en format numérique de manière généralisée, mais il faut aussi, et c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour le métier de journaliste, que l'information soit reformatée. Aujourd'hui, la bataille, demande des choses sur le marketing, Monsieur X. Elle se gagne sur comment capturer du temps chez les gens, parce que c'est la seule chose. C'est la seule chose entre guillemets qui intéresse les gens qui font de l'internet. Donc aujourd'hui, les gens, ils vont passer une demi-heure sur Twitter, 45 minutes sur Facebook, et c'est plutôt en dehors de leur domicile qu'à leur domicile. Donc il faut arriver avec un iPad qui propose des journaux au format numérique, mais que les gens aient envie de sortir leur iPad en dehors de chez eux et puissent lire un journal dans un format avec des news qui poussent les utilisateurs à dire je suis plus sur Facebook, mais je suis sur l'iPad en train de lire une version spéciale, par exemple du Point ou des Échos. Donc il y a un travail d'abord d'offre à faire, d'autant plus que je me vois mal aller avec mon iPad dans le métro. Donc à ce stade, je vais plutôt rester avec mon téléphone. C'est vrai que quand l'iPad a été présenté, il y a eu une petite simulation sur Internet où on a vu, voilà ce que Steve Jobs a oublié d'inventer, c'est un iPants.
Donc c'était un jean 2 fois plus large que les jeans actuels pour pouvoir mettre l'iPad dans la poche. Parce Ouais. qu'aujourd'hui, on peut mettre un journal dans la poche, mais Oui. on pourra toujours pas mettre l'iPad. Mais non, moi j'ai encore vu hier une démo chez Microsoft. Bon, je vais raccrocher, Bah ouais, merci, je sais, messieurs. vous faites la tronche, mais ce que j'ai vu, Non. c'est la plus belle interface de lecture de journaux sur autrement que sur Ouais. le papier. Ils ont fait ça avec une archive du Seattle Post Intelligencer, donc le canard local à Redmond, et qui vous permettait. Ils ont une technique qui est une techno sous Silverlight qui permet de faire une espèce de zoom Alors, infini. Silverlight, c'est le flash Et local, hein, pour ceux qui suivent. Voilà, j'explique. Hein, voilà. Pour ceux qui sortent pas Voilà. de la réserve, euh, c'est le flash local chez Ouais. Microsoft qui marche très Ouais, bien c'est d'ailleurs. vrai. Et Très bien. il faut le reconnaître. Non, mais il faut le Il reconnaître. marche très bien ça sur marche Mac bien. aussi, Et c'est vrai. donc vous pouvez zoomer de manière infinie. Avec en plus, c'est pas que du PDF qui resterait magnifique avec du beau piqué d'image. Non, non. Non seulement vous pouvez zoomer, mais en plus vous pouvez avoir des enrichissements, même sur la pub, par exemple. Vous cliquez sur une pub et tout à coup elle s'agrandit. Vous pouvez avoir des vidéos, etc. J'ai totalement oublié le nom de la technologie. Il faudrait demander à un vrai journaliste qui aurait pris des notes. Mais, euh, mais alors, vous mettez ça sur l'iPad, et là, d'accord, j'irai faire la queue le premier jour au Louvre pour aller l'acheter, quoi. Sauf que derrière, il y avait quoi, un octoprocesseur pour faire tourner le truc, quoi. Oui, parce C'est que comme Surface, quoi. c'est encore un projet de recherche, donc. Ouais, Mais c'est la alors, différence entre Surface c'est et une tech- l'iPhone ou l'iPad, quoi. Non, bah, c'est Ouais, mais facile, non, celle-là. c'est une techno client-serveur, donc ça peut marcher en ligne. Ouais. Mais oui, de fait, surtout que Du là, cloud ça computing, s'attaquait à. ouais. C'est Mais ça. non, mais surtout, ça s'attaquait à, je crois, 1 ou 2 ou 5 ans d'archives du journal que vous voyez en un seul truc avec un pixel par édition sur l'écran. Donc évidemment, en termes de traitement, c'était du délire. Pour terminer sur ce sujet, et terminer par la France, il y a quand même la difficulté en France, c'est quand même un système de distribution de presse assez particulier, hein, c'est moins qu'on puisse dire avec les NMPP. Est-ce que vous ne pensez pas que là c'est le principal obstacle Non. pour qu'Apple Non, puisse regardez, il réussir s'est ce jamais problème? rien passé de tel pour l'ouverture de tous les sites web. Il y a eu des renégociations, surtout avec les journalistes, là pour le coup, on parle pas du syndicat du livre, sur les droits d'auteur, etc. Mais je me souviens pas avoir vu des manifs du syndicat du livre, vous voyez, aller chez OVH et les autres pour détruire les serveurs de presse C'est vrai. qui donneraient de la presse gratuite. Parce que les Non, serveurs jusque-là, d'OVH, oui, bah, c'est difficile à localiser. Par contre, les imprimeries de presse gratuite, ils savent où ça se trouve apparemment. Mais Ouais, ça apparemment ils ont trouvé ça. Mais bah oui, le problème c'est que le syndicat du livre, c'est eux là, l'impression, c'est Ouais. eux qui ont les mains dans l'encre. Mais non, enfin, en même Vous temps, pensez- ce serait rigolo quoi. ouais. Ouais, mais juste pour rire, juste pour le fun, mais ça c'est juste un trip de journaliste. Hein, Ouais. c'est, j'adorerais. Vous imaginez le syndicat du livre aller s'attaquer à des hangars d'Apple. Bon, le problème c'est qu'il faut qu'ils prennent l'avion ou le bateau parce que c'est à Cork hein, que ça se passe. Non. Mais Voire à Shenzhen, mais bon courage. Monsieur X, vous qui avez bien connu ces négociations, enfin j'imagine du moins ces négociations entre Apple et les autorités locales, on peut pas vraiment dire que ce soit leur spécialité ce genre de choses. Quand on essaye de négocier comme ça entre Cupertino et un État, notamment entre la culture française et européenne, il y a eu quelques couacs dans le passé, non, Monsieur X? Allez, on sort Ouais, le vieux alors, dossier. connu, c'est un bien grand mot, on dirait que passer sous le nez plutôt ou devant. Apple a quand même un principe de négociation simple, c'est que quand ça devient sérieux, c'est la maison mère qui fait, ce qui permet aussi de donner du poids à la négociation, parce que je pense qu'on envoie un VP faire une négociation, ça impressionne plus qu'un cadre local, donc ça peut être un plus. Après, Apple a cette fâcheuse tendance quand il est en position de force, mais ça se comprend d'un point de vue négociation une fois de plus, à vouloir imposer ses termes et à ne pas proposer de marge de négociation. Donc c'est plutôt une négociation dans la durée, non pas par chaos technique, mais plutôt à la limite, au bout de 12 rounds, au point, en essayant vraiment de démontrer que c'est Apple ou rien d'autre. Donc c'est vrai qu'Apple ne sait pas s'adapter aux contraintes locales, ne veut pas s'adapter aux contraintes locales, et qu'à ce titre-là, ça peut prendre du temps. Un des exemples qui avait fait couler beaucoup d'encre, c'était les conditions proposées aux labels indépendants sur l'iTunes Music Store, puisqu'Apple proposait un modèle unique, quelle que soit la qualité des portefeuilles musicaux, leur profondeur et la rareté. Si Apple effectivement utilise ce même gabarit un petit peu autiste pour aller faire ses négociations, ça va prendre beaucoup plus de temps, surtout qu'en France avec la presse, on touche en tous les cas dans l'imaginaire du public et chez les journalistes à quelque chose de très sensible. Voilà, vous voyez qu'on apprend Donc des choses il faut en qu'il en soit, regardant et il en faut qu'il écoutant, soit en fait, ouais, plus fin Bien, peut-être que d'habitude et plus adapté à la culture locale. Ouais. Ça Donc, c'est sûr.
Comme quoi on apprend des choses en écoutant et en regardant Refait le Mac, c'est toujours un plaisir d'écouter Monsieur X. Messieurs, on va arrêter là le débat, on va juste passer à vos coups de cœur, juste après le jingle. On refait le Mac. Donc messieurs, vos coups de cœur, on va commencer par Cédric. Deux choses. D'abord, j'ai changé de téléphone. Non, vous avez pris un Désolé, iPhone. Pas exactement. C'est Oui, pas c'est le possible. nouvel iPhone à clavier, j'osais pas vous en parler. Je l'aurai un jour. 100 ans. Je l'aurai J'ai un du retard, hein, il est sorti il y a quelques mois, c'est le Bold 9700. Pas mal du tout, plus De rapide. chez- Et alors surtout, De chez BlackBerry, il de faut le chez, dire. de chez RIM, de chez BlackBerry. Et surtout un bon en autonomie, un truc, je pensais même pas que c'était possible, donc ça fait plaisir. Et alors surtout, j'ai trouvé un petit accessoire, je suis en train d'essayer de vous faire du Bonaldi sur sa webcam, hein. C'est quand même assez chic. J'espère que ça Regardez, marchera mieux voilà, qu'avec Bonaldi surtout. Il y a une petite boucle ici, voilà, et puis on dirait, je sais pas, on dirait une pile. Une pile. Avec un petit truc pour l'accrocher à son téléphone, s'il le permet, ce qui n'est pas le cas ni des iPhones ni des derniers BlackBerry. Donc ça sert Regardez, à rien, je vais merci, au revoir vous le Cédric. dévisser en live, voilà. Et ici, vous avez deux choses. D'abord, vous avez, si je tire là, une petite prise micro USB. Vous savez, c'est le nouveau standard de connexion de tous les téléphones mobiles d'ici à 2011. C'est déjà le cas pour l'essentiel des Samsung, quasiment tous les téléphones Android, les BlackBerry, etc. Ouais. L'iPhone. Et de Ouais, l'autre pas vraiment, côté, non. une prise USB qui est aussi de l'autre côté un lecteur de carte micro SD. C'est le couteau suisse de votre téléphone. En clair, avec ça, vous allez pouvoir Ça le fait recharger sèche-linge, en branchant messieurs. sur un PC. Ça fait sèche-linge. Vous pouvez lire le contenu de la carte micro SD qui est à l'intérieur du téléphone, par exemple. Vous pouvez le connecter au truc pour utiliser le téléphone comme un modem. Et surtout, le truc élégant, c'est que quand vous l'utilisez pas, ça redevient un porte-clés, ce qui est quand même sympathique. Et ça vaut Ça combien s'appelle cette le plaisanterie? MyPlug. Oh, je crois que ça doit valoir une grosse dizaine d'euros, hein. C'est Ça pas, m'a intéressé, c'est- surtout la fonction sèche-linge à Monsieur X, pour pas le trahir Alors- de secret parce qu'il est dans sa cuisine. Mais Et évidemment, je vous rassure, il y a une version iPhone ou iPod d'ailleurs c'est de la avec beauté. une plus grosse prise. Ça s'appelle le MyPlug, MIPLUG. Voilà. Emmanuel, ton coup de cœur cette semaine? Bon, c'est plutôt un service. Oui. Il y a eu un papier sur TechCrunch sur un site qui s'appelle gorgetv.com. C'est comme Hulu aux États-Unis. Alors Hulu, c'est légal. On a toutes les séries, ou du moins quasiment toutes les séries américaines disponibles en vidéo à la demande. Là, enfin en catch-up, en télévision de rattrapage, là, c'est la même chose, sauf que c'est illégal. Mais il y a toutes les saisons, toutes les séries, c'est gratuit et de très très bonne qualité en streaming. Ça marche en Vous Europe allez- ou vous c'est allez que aux fâcher. États-Unis? Oui, oui. Non, c'est ouvert. Mondial. Oui, Cédric. Vous allez fâcher tous mes amis de TF1 Vidéo qui TF1 font des efforts Vision. monstrueux pour arriver. TF1 Vision. Je suis d'accord avec toi, Pascal Cédric. C'est Chevalier, pas bien. C'est vraiment pas bien non, ce qui que font tu des, dis. mais surtout mais dont il faut reconnaître les efforts pour arriver à mettre en ligne de façon légale et payante certes des séries le lendemain de leur diffusion aux États-Unis avec la VO, tout ça coûte une blinde et il y a pour l'instant pas énormément de gens pour le payer, Bien. mais forcément On va passer à bon. Monsieur X. On va changer de sujet, messieurs. Monsieur X, c'est quoi votre coup de cœur? Ton coup de cœur cette semaine? Alors, moi, c'est un, un site internet qui s'appelle Quirco, Quirco, .com. Et c'est un peu pour prolonger notre débat. Ce site web, dépêchez-vous d'y aller, je sais pas combien de temps il va rester live, nos amis d'Apple doivent pas l'aimer beaucoup, et je sais pas comment il se débrouille. En fait, il est capable d'aller lire un peu par en dessous les statistiques de téléchargement et de popularité des applications iPhone et de vous faire un bilan synthétique sur une page sur la popularité de votre application pays par pays. Donc vous tapez par exemple ce que j'ai fait, lemonde.fr, et vous voyez instantanément où est-ce que l'appli Le Monde a été publiée, si elle est populaire et dans quel pays. Ça pourra peut-être permettre de répondre à la question, est-ce que je dois sortir mon journal en version numérique sur l'iPad, vu le succès que j'ai déjà avec la version iPod. On apprend comme ça par exemple que Le Monde est effectivement très populaire en France et 5 fois plus populaire en téléchargement que Le Parisien en version numérique. Messieurs du Parisien, allez voir ce que font vos collègues du Monde. On apprend aussi que Le Monde est extrêmement populaire et téléchargé en Italie et au Japon. Voilà, ça peut donner des petites indications quand on se pose des questions de savoir comment numériser et où proposer son journal sur le futur iPad. Quirco.com. Bien, il est bien travaillé ce soir, Monsieur X. Hein.
J'avais bûché bossé. avant, hein. Il a bûché. Mon côté, moi, c'est rien à voir avec la presse, mais moi, je suis un fan de bagnole. Je suis désolé. Et sur Mac, vous le savez, qu'on est plutôt les bagnole. parents pro. Bah ouais, parents pro, question jeux vidéo, question simulation. Donc, je suis content quand il y a un jeu de bagnole qui arrive sur iPhone. Et le nouveau qui est sorti, c'est GT Racing Motor Academy de Gameloft, messieurs dames. Donc voilà, ça devrait se lancer normalement, mais il y aura la vidéo à l'écran. Magnifique. C'est toi qui est à Ah, l'envers. c'est à l'envers. Voilà, mais ça, c'est des remettre Voilà. de beauté. Donc voilà, c'est un Gran Turismo-like, hein, dirons-nous. On voit rien. Voilà, ça arrive. Ah oui, ça y est. Ah Ouais, oui. formidable. Bah oui, regardez-moi Waouh, ces waouh, graphismes. waouh. C'est un grand... Magnifique la cinématique. Oui, c'est de toute beauté. Sublimissime. C'est un Gran Turismo-like et qui est plutôt plaisant à jouer. Donc je vous le conseille. Moi, je suis impatient de le voir sur iPad, notamment sur un grand écran, parce que ça, je trouve quand même assez petit pour jouer. Et voilà, donc c'était mon coup de cœur de la semaine. Donc c'est la fin de ce podcast, messieurs. Merci de l'avoir suivi, merci d'y avoir participé. La semaine prochaine, on se retrouve à Barcelone où se déroulera le Mobile World Congress avec Eric Schmidt, Steve Ballmer. et sans Steve Jobs, ça on a l'habitude. L'occasion de vous faire découvrir plein de nouveaux accessoires et applications pour l'iPhone. Mais aussi, il y a une nouveauté en matière de smartphone pour dézinguer justement l'iPhone. Et là, je pense qu'il va y avoir des jolies choses à vous présenter. À la semaine prochaine, messieurs. J'espère que vous serez avec nous. Je suis sûr que vous serez au rendez-vous. À bientôt. Au revoir. Salut. Au revoir.